痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh wesh canapèche, ça se pros, et aujourd'hui au programme, on va parler de personnages qui n'existent pas. Si, ça existe. Mais ils n'existent pas. Enfin, c'est compliqué en fait. On a eu toute une panoplie de personnages dans le manga, et effectivement, en moyenne, ils sont incroyables. Mais si on prend l'œuvre Naruto en globalité, il y a aussi l'animé, et qui dit animé, dit personnages exclusifs à ce format. Il existe donc des personnages qui viennent de l'animé, mais qui ne sont pas dans le manga, et qui ne sont donc pas la création de l'auteur lui-même, hein, c'est juste le studio d'animation. Sauf qu'en vrai, autant pour une bonne partie des persos, ça dérange pas, vu qu'ils n'ont pas un grand intérêt en dehors de nous divertir pendant genre 20 minutes entre deux épisodes intéressants. Mais autant certains, oh bordel, vous allez regretter qu'ils soient pas dans le manga. Parce que parfois, et j'ose le dire, hein, des personnages hors série mettent une tempête aux personnages canons, sans exagérer. Et puisque j'entends le peuple s'offusquer de voir dans la miniature qu'il y a un personnage qui vient plutôt d'un film, on va pouvoir commencer. Et je fais ce que je veux, c'est ma vidéo, tu vas faire quoi, hein? Et oui, on commence avec probablement le personnage hors série le plus apprécié. Gouren, c'est typiquement le genre de personnage secondaire qui prouve que les épisodes hors série de Naruto peuvent avoir une vraie valeur. Elle n'est pas canon, elle n'apparaît que dans l'arc hors série de la capture de Sanbi, qui est d'ailleurs très cool, et pourtant elle a tout ce qu'il faut pour être un personnage marquant. Du charisme à foison, un pouvoir original, une évolution émotionnelle sincère et une complexité morale rare pour un personnage d'anime filler. En plus d'être un des rares personnages féminins absolument incroyables. Elle a tout. Ce qui nous attire au début, c'est son pouvoir unique, le Shoton, sa technique du cristal. C'est un Kekkei Genkai hors série, donc il n'existe pas réellement, et pourtant, qu'est-ce qu'il est stylé bordel. Gouren peut tout cristalliser, l'eau, le sol, les ennemis, et même Sanbi lui-même. C'est à la fois magnifique et terrifiant, genre son style de combat c'est à mi-chemin entre la glace d'Aku et celle de Grateful Buster de Fairy Tail. Ouais, le mélange il est sympa. Là où beaucoup d'antagonistes se contentent de pouvoirs bruts, Gouren se distingue par une esthétique et une précision presque artistique. Ouais, c'est vraiment beau à regarder, et je pense qu'elle n'a pas réellement de limite quant à ses créations, hein, donc c'est un pouvoir vraiment fou. Mais au-delà de son style, Gouren a surtout un arc émotionnel solide. Je veux pas dire quelle concurrence Tsunade, mais allez s'il vous plaît dites-le. Quand on la découvre, c'est un ninja fidèle à Orochimaru, froide, cruelle, prête à tout pour plaire à son maître. Elle semble n'avoir aucune empathie. Et puis, petit à petit, sa rencontre avec Yukimaru, hein, ce gamin que je croyais que c'était une meuf au début, vient briser cette façade. Gouren, qui ne croyait plus à rien, se met à ressentir de la tendresse, de la culpabilité, une envie de protéger. Et ce revirement, il paraît jamais forcé, il découle naturellement de son passé et de sa solitude. On comprend qu'elle n'a jamais été fondamentalement mauvaise, hein, juste brisée, manipulée, privée de ses repères, comme beaucoup de personnages dans Naruto. C'est là que le personnage y prend tout son sens. Gouren illustre parfaitement l'idée que les ninjas d'Orochimaru ne sont pas tous des monstres, mais souvent des victimes de leur besoin d'exister, de trouver une place. Son lien avec Yukimaru, à la fois maternel et rédempteur, donne à l'arc Sanbi une dimension émotionnelle qu'on n'avait pas vu venir. On assiste littéralement à la renaissance d'une conscience, à une femme qui redécouvre qu'elle peut aimer et être aimée. En vrai, je pense qu'il y a peu de personnages non canons qui ont un traitement aussi subtil et touchant. Sur le plan symbolique, Gouren représente aussi une autre facette du thème central de Naruto, la rédemption. Là où Naruto croit dans la lumière de chacun, Gouren est la preuve concrète que même quelqu'un plongé dans l'obscurité peut retrouver un sens à sa vie. Alors pas besoin d'un grand discours pour changer, hein, juste d'un lien sincère. Ce qu'elle vit avec Yukimaru, je pense qu'on va tous être d'accord pour le dire, c'est en quelque sorte une version parallèle de la relation entre Zabuza et Haku. Et laissez-moi vous dire que quelque chose qui ressemble à ces deux-là ne peut être qu'incroyable. Oh oui. Visuellement, son design c'est aussi l'un des plus stylés des fillers je trouve. Genre elle se démarque dans le bon sens je trouve, elle a un physique reconnaissable pour les bonnes raisons, on sent qu'elle n'est pas affiliée à un vrai village, elle est juste elle-même. Elle a un véritable flow, ça on peut pas dire, hein, digne d'un personnage principal. D'ailleurs, beaucoup de fans ont longtemps pensé qu'elle aurait pu, voire dû, exister dans le manga. Sa personnalité, son pouvoir et son arc sont largement au niveau de certains personnages officiels du manga. Même l'arc Sanbi quand j'y pense, parce que même s'il est hors série, il est vraiment bien et il serait inséré parfaitement dans la trame du manga si on avait eu un petit peu plus de temps. Et puis ouais, il y a la fin aussi. Gouren ne triomphe pas, elle ne devient pas une héroïne célèbre, elle disparaît simplement après avoir protégé ce qui comptait pour elle. Et c'est justement ce côté humble et mélancolique qui la rend mémorable. Elle a pas besoin d'un grand combat ou quoi que ce soit, elle a trouvé la paix et c'est suffisant. Elle a trouvé son Haku. En résumé, Gouren c'est un personnage hors série qui a tout d'un personnage canon. Elle est puissante sans être surévaluée, humaine sans être faible et tragique sans être désespérée. Elle incarne à merveille l'idée que la force dans Naruto ne vient pas seulement des techniques ou du chakra, mais de la capacité à changer, à ressentir et à se relever. Et franchement, pour un personnage pas canon entre guillemets, c'est une réussite totale. Vous serez forcément d'accord avec moi.
Yakumo Kurama, c'est l'un de ces personnages qu'on oublie souvent quand on parle des arcs fillers, surtout parce que je pense qu'on associe les épisodes hors série à Shippuden vu qu'il y en a eu beaucoup plus. Mais à la fin de Naruto première partie, il y en a eu quand même quelques-uns. Elle n'est pas canon, certes, mais elle porte en elle tout ce qui fait la richesse émotionnelle et thématique de Naruto. La souffrance intérieure, le rejet, la peur de soi-même et la recherche d'identité. C'est un personnage qui symbolise quelque chose de très humain, la lutte contre ses propres démons. Et dans son cas, c'est très littéral. Bon, pour commencer, on en a déjà pas mal parlé sur cette chaîne, mais ce qui rend Yakumo unique, c'est son pouvoir super cheaté. Un Kekkei Genkai lié à l'illusion absolue, le Genjutsu de création. Contrairement aux lanceurs de Genjutsu classiques, elle ne se contente pas de tromper les sens. Elle a littéralement la capacité de matérialiser ses illusions dans le monde réel. Genre, elle lance son Genjutsu en mode « je veux vous faire croire que la foudre tombe », et la foudre tombe. La frontière entre réalité et imagination devient quand même assez floue ici. Et c'est précisément ce qui la condamne. Son propre don devient un fardeau, un danger pour elle et pour les autres. Ce concept il est génial parce qu'il illustre à la perfection un thème récurrent dans Naruto. La puissance en contrôle est une malédiction, pas une bénédiction. L'histoire de Yakumo c'est pareil, elle est giga triste. Rejetée dès l'enfance par son propre clan, considérée comme instable et dangereuse, elle grandit dans la solitude et la peur, le truc classique. Kuronai qui devait être sa sensei, oui, Kuronai a de l'importance ici, reçoit même l'ordre de sceller ses pouvoirs pour l'empêcher de perdre le contrôle. Cette décision, même si elle a été prise pour son bien entre guillemets, brise complètement Yakumo qui perd non seulement sa puissance, mais aussi une part d'elle-même. Elle devient alors un symbole puissant, celui des enfants que l'on étouffe par peur, des talents sacrifiés au nom de la sécurité. Je trouve que c'est pas une simple tragédie ninja, c'est plus une tragédie humaine, celle de quelqu'un qui en a refusé le droit de pleinement exister. Son arc devient encore plus profond quand on découvre que la véritable menace, c'est pas son pouvoir en lui-même, mais la création née de son subconscient, Ido. Cette entité représente littéralement ses émotions refoulées, sa colère, sa tristesse et sa rancune matérialisée. Comme dans Vice Versa, effectivement. Je sais pas comment ils ont fait pour pas se prendre de procès. Yakumo est donc confrontée à une version monstrueuse d'elle-même, dans une lutte intérieure rendue visible. C'est une métaphore quand même plutôt sympa. Elle ne doit pas vaincre un ennemi extérieur, mais s'accepter elle-même. L'idée qu'un ninja puisse être hanté par sa propre psyché, par la part d'ombre de son pouvoir, ouais, ça donne quand même à son histoire une dimension psychologique qu'on voit rarement dans les fillers, surtout pour un personnage féminin encore une fois. Et oui, désolé d'insister sur ça, mais dans les fillers, les persos féminins sont vraiment très bons je trouve. Et ce n'est pas tout. Yakumo a une relation très touchante avec Kuronai, sa sensei. Leur lien il est quand même complexe, fait de peur, de regrets et d'affection. Kuronai incarne à la fois la figure maternelle et la gardienne de ses limites. Elle aime Yakumo, certes, mais elle a aussi peur d'elle, et c'est justement ce paradoxe qui rend leur relation si forte. Quand Yakumo comprend que Kuronai n'a pas agi par cruauté mais par protection, c'est un moment d'une grande justesse émotionnelle. Là encore, on retrouve un des messages centraux de Naruto, la compréhension mutuelle est la clé pour briser la solitude. Et vous savez ce qu'on a aussi ici? Kuronai qui a une relation encore plus cool avec un personnage filler qu'avec Hinata, alors que celle-là elle existe pour de vrai. C'est triste, hein. Sur le plan visuel et atmosphérique, l'arc de Yakumo est l'un des plus particuliers de la série. L'ambiance, elle est presque terrifiante. Genre des illusions bizarres, des décors déformés, des reflets psychologiques, Il y a tout qui semble flotter entre rêve et réalité, je trouve. Et cette esthétique particulière colle parfaitement à son don et renforce son aura d'étrangeté. Et c'est d'ailleurs ce qui la différencie avec les autres ninjas. Elle ne combat pas avec des jutsu classiques ou spectaculaires, mais avec l'esprit. Genre, elle appartient à une autre catégorie de puissance, je trouve, genre plus subtile, plus mentale, et c'est ce qui la rend encore plus marquante. Enfin, Yakumo incarne à merveille le thème du rejet et de la rédemption, deux piliers du monde de Naruto. Son histoire montre que la solitude peut engendrer des monstres intérieurs, mais aussi que la compréhension et la compassion peuvent les apaiser. À la fin, elle ne devient pas une grande héroïne, une combattante légendaire, devient simplement une personne en paix avec elle-même, et c'est ce qui compte. Et dans Naruto, on va pas se le cacher, c'est souvent la plus belle des victoires. Du coup, Yakumo Kurama, comme le démon renard, est l'un des personnages les plus fascinants de la partie non canon de la série. Son arc mêle symbolisme, introspection et émotion avec une maturité rare. Elle ne brille pas par la puissance brute, mais par la richesse de son écriture et la force de ce qu'elle représente. Elle nous rappelle que les démons les plus dangereux ne sont pas toujours scellés dans les Jinchuriki, mais parfois à l'intérieur de nous-mêmes. Oh c'est beau bordel. Et c'est précisément ce qui fait d'elle un personnage complètement à part, genre inoubliable. Même si en vrai quand même tout le monde l'a oublié. Ouais, du coup, bof. Sora, c'est sans l'ombre d'un doute l'un des personnages les plus sous-estimés de tout l'univers Naruto, surtout parce qu'il vient d'un arc filler. Et pourtant, il a un concept et une histoire qui auraient clairement pu figurer dans le manga. Il est sympatoche, bien écrit et surtout profondément symbolique. Il représente à la fois le miroir, le rival et le double tragique de Naruto. Et c'est justement ce qui fait de lui un personnage incroyable. Ouais non, j'abuse un petit peu en fait. Personnellement, je l'aime pas trop, mais je me dois de reconnaître ses qualités en tant que personnage. D'abord, Sora se distingue par un concept unique. C'est un moine du temple du feu qui a reçu une partie du chakra Kyuubi lors
lors de l'attaque du démon renard sur Konoha. Bon, globalement, c'est un faux Jinchuriki, un être humain qui porte en lui une parcelle du pouvoir d'un bijou, mais sans être un autre complet. Ça, vous voyez, c'est une idée géniale parce qu'elle étend la mythologie du monde de Naruto. Elle montre que les conséquences de l'attaque de Kyuubi sont répandues bien au-delà du village et qu'il existe d'autres victimes indirectes de cette tragédie. Grâce à Sora, on comprend que la haine et la peur du démon ne se limitent pas à Naruto. En plus, ce qui le rend encore plus intéressant, c'est justement sa relation miroir avec Naruto. Tous deux ont grandi rejetés, marqués par quelque chose qu'ils n'ont pas choisi, perçus comme des dangers. Mais là où Naruto a trouvé la force dans l'acceptation et la volonté de se lier aux autres, Sora, lui, s'est enfermé dans la colère. C'est littéralement ce que Naruto aurait pu devenir s'il avait cédé à la haine. C'est pour ça que leur rivalité a autant de sens. Sora déteste Naruto, mais il ne comprend pas encore qu'ils se ressemblent, et ce n'est qu'en affrontant Naruto qu'il découvre cette vérité. Ce type d'écriture, oui, c'est du pur Naruto style, hein, la confrontation qui guérit, le combat qui devient compréhension, tout ça, mais en vrai, ça marche un petit peu. Sur le plan émotionnel, Sora il a quand même un parcours assez tragique et touchant. Il a perdu son père, tué par des ninjas de Konoha, et il porte une haine aveugle envers le village. Son passé, il est plein de manipulation et de solitude, et il se raccroche à cette colère pour exister. Comme un certain clan. Mais ce qu'il recherche vraiment, c'est une raison d'être. Lorsqu'il finit par se confronter à la vérité et par comprendre que la vengeance, ça lui rendra rien, son évolution devient authentique et crédible. C'est une rédemption sans chichi, mais sincère. Il passe du rejet total à l'acceptation de sa propre humanité. Et puis, il faut le dire quand même, hein, le design de Sora, il y a quelque chose. Quand il perd le contrôle du chakra de Kyuubi, là, il a un flot de zinzin de l'espace. C'était vraiment un Naruto démoniaque, mais plus brut et plus sauvage. Ses griffes, ses yeux, son aura, bordel, ça respire la rage, hein, genre les carapaces bleues devant la ligne d'arrivée sur Mario Kart. C'est une version qui est quand même beaucoup plus instable que ce que Naruto a dû apprendre à maîtriser. Visuellement, c'est la fureur à l'état pur. Le parallèle entre les deux, il va encore plus fort, hein. Genre Naruto il a appris à cohabiter avec Kyuubi, alors que Sora, lui, il est littéralement dévoré par lui. Et ce qui le rend particulièrement marquant, c'est aussi le message de son histoire. Il montre qu'on peut être victime d'une force qu'on ne comprend pas, qu'on peut se sentir maudit, sans pour autant être condamné à sombrer. Grâce à Naruto, il réalise que sa douleur peut devenir autre chose que de la haine. Et c'est ce qui rend sa conclusion quand même plutôt belle. Sora ne reste pas à Konoha, il part vivre sa vie pépère ailleurs, mais cette fois, il n'est plus seul intérieurement. Il a trouvé une forme de paix. En vrai, Sora, c'est en quelque sorte une expérience de narration alternative. Que se passerait-il si quelqu'un d'autre que Naruto avait hérité du chakra de Kyuubi, mais sans le mental, sans les soutiens, sans la lumière, tout ça? En vrai, ça pourrait faire une idée vidéo, je trouve. Le résultat, c'est une tragédie évitée de justesse, une preuve de plus que les liens sont la clé du salut dans l'univers de Naruto. Et c'est exactement pour ça qu'il est passionnant. Au final, Sora, c'est bien plus qu'un simple personnage filler. C'est une pièce manquante du puzzle thématique de Naruto, un miroir, un avertissement, et une preuve que même dans les épisodes non canons, l'esprit du manga peut être parfaitement respecté. Il a la puissance, la douleur et la symbolique, 3 éléments qui définissent les meilleurs personnages de la série. Et franchement, si on le voyait aujourd'hui dans un spin-off, personne dirait qu'il ne mérite pas sa place dans la canonité. Juste, je sais pas, il y a des persos qu'on n'aime pas juste à leur tronche. Lui en fait partie pour moi. Est-ce que je suis le seul? On verra ça. Maître Yota, c'est sans l'ombre d'un doute l'un des personnages les plus émouvants et injustement oubliés de tout Naruto. Même si le fait qu'il soit oublié, ça colle quand même plutôt bien au personnage. Il n'est pas canon, il apparaît uniquement dans l'arc filler sur l'enfance de Naruto, mais concentre à lui tout seul toute la sensibilité et la mélancolie de la série. C'est pas un grand combattant, hein, c'est même pas un ninja d'exception, mais c'est un personnage profondément humain, un symbole pur de ce que signifie comprendre la douleur des autres. Dès sa première apparition, Yota il dégage quelque chose de différent. C'est un enfant mystérieux, au comportement presque naïf, mais doté d'un pouvoir incroyable. Il peut manipuler la météo en fonction de ses émotions, quand il rit, il fait apparaître le soleil, quand il pleure, il fait tomber la pluie, etc. Ouais, un petit peu comme Peppa de la fantastique famille Madrigal. Ne parlons pas de Bruno, no. Ce concept poétique en apparence cache en réalité une idée très puissante. Yota incarne la météo émotionnelle de l'humanité, cette idée que nos émotions ont un impact sur le monde autour de nous. C'est une métaphore qui est très particulière effectivement, mais quand même assez sympathique. Dans Naruto, les émotions peuvent donner la vie, créer des liens, ou au contraire tout détruire, et Yota personnifie ça littéralement. Mais ce qui rend Yota si fort émotionnellement, c'est sa relation avec les enfants de Konoha. Contrairement à beaucoup de fillers qui ajoutent des personnages sans vraie cohérence, Yota lui s'intègre parfaitement dans le passé de Naruto, Shikamaru, Shoji, Ino, Sakura et Kiba. Tous ont un souvenir commun de lui, une amitié sincère qu'ils ont vécue sans comprendre à quel point elle était précieuse. Il est ce petit lien oublié, cette lumière d'enfance qu'ils ont perdue. Ce petit garçon joyeux et gentil n'a jamais connu la liberté ou l'amour véritable. Il les a seulement imités avant de les ressentir pour la première fois grâce à Naruto et à ses amis. Et c'est ça qui rend son histoire assez bouleversante. Yota découvre ce qu'est la chaleur humaine, mais malheureusement, quand c'est la fin, grave triste. Il vit un fragment d'amitié, un instant de bonheur avant d'être effacé du monde. Peu de fillers ont une portée aussi symbolique. Il incarne la fragilité de la vie, la beauté des liens et la tristesse du souvenir. Non, sans déconner, c'est pas beau tout ça.
Et d'ailleurs, le lien entre Yota et Naruto est particulièrement fort. Naruto voit en lui une sorte de reflet de ce qu'il a toujours voulu, un ami inconditionnel, quelqu'un qui ne le juge pas, qui partage simplement des moments heureux. Et Yota de son côté, c'est sans doute la première personne à avoir vraiment offert à Naruto une affection sincère avant même qu'il ne soit reconnu par le village. Et c'est ce qui rend leur séparation si poignante. Quand Yota s'efface, Naruto perd un souvenir d'enfance qui symbolisait la lumière au milieu de sa solitude. On comprend alors que Yota a contribué, à sa manière, à forger la détermination et la bonté du Naruto que l'on connaît. Visuellement et thématiquement, Yota est un personnage à part. Physiquement, bon, effectivement, on va dire qu'il sort des standards pour être gentil. Et pour le reste, bon, il a pas besoin de combat pour exister, hein, parce que sa puissance est émotionnelle et métaphorique. Dans un univers où la force physique prime, Yota il rappelle que les émotions, elles aussi, peuvent être destructrices ou salvatrices. La pluie qu'il fait tomber, par exemple, c'est pas seulement de l'eau, c'est la matérialisation de la tristesse et de la compassion. Et puis bon, son histoire se termine comme une tragédie, mais ça va, la conclusion n'est pas si pire. Il va disparaître, effectivement, mais il a laissé derrière lui quelque chose d'essentiel, la mémoire. Les enfants de Konoha ne se souviennent pas toujours de lui consciemment, mais il est resté gravé dans leur cœur comme une émotion lointaine, une bienveillance qui a marqué leur enfance. C'est une idée magnifique. Même les gens oubliés peuvent avoir un impact durable sur les autres. Yota, au fond, c'est un résumé parfait de ce que Naruto raconte depuis le début. La douleur, la solitude, la chaleur des liens et le pouvoir des émotions partagées. C'est pas un héros, c'est même pas un combattant, c'est une présence, un rappel que la vraie force dans ce monde ne vient pas du chakra, mais de la capacité à ressentir et à faire ressentir. En bref, Yota, c'est un personnage d'une sensibilité rare, presque poétique. Il a même pas besoin d'être canon pour être marquant, parce qu'il parle à quelque chose de profondément universel. L'enfance, la perte, l'amitié, etc. Il fait partie de ces rares figures des fillers qui ne sont pas là pour remplir entre guillemets l'histoire, mais pour raconter quelque chose de vrai, d'humain et de profondément touchant. Le seul truc dommage avec lui, ouais, c'est la durée de son apparition, hein, mais croyez-moi que c'est largement assez pour que moi, je ne l'oublie pas. J'espère que vous êtes pareil. Allez, mesdames et messieurs, je vous présente le GOAT des fillers. Menma Uzumaki, c'est un des personnages qu'on ne voit qu'une fois dans Naruto, mais qui marque instantanément. Apparu dans le film Road to Ninja, il n'est pas canon, et pourtant, il a une profondeur, un charisme et un potentiel dramatique qui le rendent fascinant, presque frustrant, tant on aurait aimé le voir plus. Déjà, ce qui le rend cool, c'est qu'il est une inversion parfaite de Naruto. Dans le monde parallèle du film, si vous vous souvenez bien, tout est inversé. Les personnalités, les rôles, les relations, tout ça. Menma, c'est donc Naruto, qui a grandi dans l'obscurité, un garçon qui n'a pas trouvé la lumière que le vrai Naruto a su atteindre. Là où Naruto a trouvé la force dans la reconnaissance et le lien avec les autres, Menma a trouvé la puissance dans la haine et la solitude. Il incarne une version qu'on pourrait dire corrompue de ce que Naruto aurait pu devenir s'il avait cédé à la rancune. C'est littéralement le Naruto-like ultime, c'est vraiment Naruto mais qui a sombré, et c'est bien plus ressemblant qu'un Obito ou un Nagato par exemple. Cette dualité, c'est ce qui rend le personnage profondément intéressant. Il est le miroir de tout ce que Naruto combat depuis le début, la tentation d'abandonner. Visuellement, Menma, c'est aussi l'un des designs alternatifs les plus réussis de tout Naruto, si ce n'est même le plus réussi. Regardez-moi ce flow impérial. Sa version ténébreuse avec ses cheveux noirs et son regard vide renvoie directement à l'idée d'un anti-héros maudit. Il dégage une aura bien plus sérieuse, bien plus froide et bien plus déterminée que Naruto. Là où Naruto il est souvent impulsif et expressif, Menma lui il est quand même beaucoup plus calme, presque inquiétant. Ce contraste visuel et quand même comportemental renforce son côté autre face de la pièce. Il ne crie pas, il agit. Et en vrai, il me fait presque penser à un Uchiwa qui aurait tout perdu. Genre Sasuke quand il découvre la vérité sur Itachi, mais version Uzumaki. Mais ce qui rend Menma encore plus fort, bah c'est son pouvoir. Il est le Jinchuriki de Dark Kurama, une version maléfique de Kyuubi. L'idée même qu'il existe un renard démoniaque alternatif montre jusqu'où le film a poussé le concept de miroir inversé. Menma ne se bat pas avec l'énergie de la lumière ou du courage, mais avec une puissance sombre, lourde, presque désespérée. Son aura noire, son chakra oppressant, tout traduit une forme de puissance corrompue. Et en vrai, ça marche à merveille. Regardez quand il arrache Konoha avec sa version de ce que je pense être le Rasen Shuriken. Incroyable. C'est l'un des rares antagonistes capables de rivaliser avec Naruto sur un plan symbolique mais aussi physique. Et au-delà de sa force brute, Menma il est super tragique. C'est pas juste un méchant Naruto, c'est une version de lui qui a juste perdu tout espoir. Un gamin qui n'a jamais eu la chance de recevoir ce que Naruto a trouvé grâce à ses amis. Quand on comprend ça, on réalise que Menma n'est pas un simple adversaire. Il est une métaphore du Naruto qui n'a pas été sauvé. C'est une vision sombre, presque mélancolique de ce que le destin aurait pu être s'il n'y avait pas eu Iruka, Jiraiya ou même l'équipe 7. C'est pour ça que son existence a du sens, même hors canon. Il rend le parcours de Naruto encore plus fort parce qu'il lui donne un vrai contrepoint moral. Aussi, Menma incarne une forme de maturité scénaristique rare pour un film non canon. C'est pas un ennemi artificiel créé pour combler 90 minutes. Il a une vraie symbolique, il fait réfléchir sur les thèmes fondamentaux de la série, l'identité, la solitude, la reconnaissance. Le simple fait qu'il ait gardé le nom Uzumaki malgré sa corruption montre qu'il reste, au fond, une part de Naruto.
Et cette part-là, je suis désolé, on peut pas la détester. En définitive, Menma Uzumaki, c'est l'un des meilleurs exemples de ce qu'un personnage alternatif peut être. Pas juste un clone inversé, mais un reflet tragique, une autre voix, un « et si » parfaitement incarné. Même sans être canon, il réussit à être mémorable, crédible et profondément symbolique. Et au fond, c'est peut-être ce qui le rend encore plus intéressant. Il existe que dans un monde parallèle, mais il dit beaucoup de choses sur le vrai Naruto et sur la fragilité de la lumière qu'il a su garder. Et sur ces belles paroles aussi belles que Gaimaito qui fait des pompes au clair de lune, on va pouvoir s'arrêter là. Selon vous, quels sont les personnages hors série qui méritaient d'être en vidéo? Ceux cités sont-ils aussi bons que la moyenne des personnages du manga? On en discute en commentaire. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous et la prochaine fois au programme, j'avoue, je suis chaud pour un sujet un petit peu polémique. Je le repousse depuis beaucoup trop longtemps. Il est temps de prendre son courage à deux mains. Ouais.